Parmi toutes les idées reçues qui circulent sur l'histoire de France, et croyez-moi, il y en a un paquet, il y en a une qui est particulièrement tenace et qui consiste non seulement à culpabiliser la France sur son passé colonial, mais surtout à affirmer que la France a pillé ses colonies. Et du coup, c'est forcément pour ça que l'Afrique est en retard, c'est parce que les vilains Européens leur ont tout volé. Enfin, ça c'est ce qu'on nous dit. Oui, parce que comme souvent, c'est bien gentil, ça part d'un bon sentiment, mais c'est tout. Et surtout parce que c'est faux, et c'est même tout le contraire, et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Bon, globalement, l'empire colonial français à travers toute son histoire, c'est ça. Enfin, c'est pas mal, hein, quand même. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt ça. Vous voyez, c'est en gros la période coloniale où on avait le Maghreb, l'Afrique occidentale, l'Afrique équatoriale, Madagascar et l'Indochine. Mais l'Indochine n'est pas concernée par la repentance ni par notre sujet, donc écartons-la. La France s'est lancée dans le processus de colonisation sous l'impulsion de la gauche républicaine, hein, petite précision, hein, ça c'est gratuit, hein, mais on va y revenir, mais pas dans cet épisode-là. Je disais, la France s'est lancée dans la colonisation de l'Afrique à partir de 1830 sous Louis-Philippe pour l'Algérie, puis sous la Troisième République en ce qui concerne l'Afrique occidentale et équatoriale. Je vais pas vous faire une histoire de la colonisation, c'est pas le but de l'épisode. Le but aujourd'hui, c'est de revenir sur les mensonges qui sont proférés sur cette période historique et d'en dresser le véritable bilan. Pour ce faire, je me suis basé principalement sur 3 sources. La première, c'est l'historien Daniel Lefebvre qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Pour en finir avec la repentance coloniale », dans lequel il démonte les idées reçues sur la prétendue brutalité hors norme de la colonisation, car certains font de cet épisode un précurseur du nazisme, hein, oui, un précurseur du nazisme, et sur les mensonges qui circulent au sujet de la période coloniale en général. Bon, pour le côté brutalité, nazisme, ça va être vite réglé. La deuxième source, c'est le spécialiste d'histoire économique Jacques Marseille, qui lui a dressé un bilan méticuleux de l'entreprise coloniale. Et c'est là qu'on va voir justement qu'on est à 1000 lieues de ce qu'affirment les repentants en disant qu'on a pillé l'Afrique. Le tout en guise de troisième source saupoudrée de Bernard Lugan, parce qu'en plus d'être un grand connaisseur de l'Afrique, il a aussi cet esprit mousquetaire qu'on aime beaucoup. Donc voilà, 3 sources, et avec ça, franchement, je pense qu'on devrait être pas mal. Bon, alors commençons par la première absurdité qui consiste à voir la colonisation comme précurseur du nazisme. Oui, je sais, c'est débile, mais c'est un discours qui a été tenu notamment par le président algérien, enfin ce qu'il en reste, Bouteflika. Et même Macron a parlé de crimes contre l'humanité. Donc bon, il y a des choses à dire. On va faire vite parce que je crois qu'on est tous d'accord. Premièrement, c'est un anachronisme qui, comme tous les anachronismes, est profondément débile. Deuxièmement, la conquête de l'Algérie s'est faite progressivement. Au départ, après la prise d'Alger en 1830, les Français se sont cantonnés sur le littoral, c'est tout. Et c'est ensuite, quand Abdelkader a lancé sa première grande croisade, guerre sainte, contre les Français, que les Français se sont aventurés dans les terres et que la guerre a commencé et la conquête. Et enfin, on nous parle d'atrocités, d'horreur de la guerre pour ce qui est de la conquête et même pour la guerre d'indépendance algérienne. Moi, je ne réponds qu'une chose, oui, mais comme dans toutes les guerres, en fait, hein, la conquête de l'Algérie n'a pas été plus ou moins brutale que, je sais pas, la guerre de Crimée ou bien les guerres de la coalition. Oui, on dit les guerres de la coalition, on dit pas guerre napoléonienne. Bref, 2 mots à retenir, anachronisme débile. Pour l'Algérie comme pour toutes les autres conquêtes françaises coloniales d'ailleurs. Bref, chapitre clos. Maintenant qu'on a fait cette petite mise au point, parlons du sujet principal qui est le plus intéressant. La France a-t-elle pillé ses colonies? Et c'est là qu'intervient Jacques Marseille. Et l'histoire est assez amusante puisque Marseille, à l'époque, c'était un étudiant communiste. Et il s'est intéressé à ce sujet justement pour sa thèse de doctorat. Il a commencé avec une idée en tête, prouver que la méchante France capitaliste avait piller ses colonies. Et devinez quoi? Il va découvrir que c'est tout l'inverse, tout simplement. On peut d'ailleurs saluer son honnêteté intellectuelle sur le coup, parce qu'en général, quand on est idéologisé à ce point, et qu'on découvre l'inverse de ce qu'on veut démontrer, soit on accepte les faits, soit on entre dans le déni et on en fait une carrière bien rentable. Et il y en a beaucoup qui ont choisi la deuxième voie. Bref, pour se convaincre que la France n'a pas pillé ses colonies, il suffit tout simplement de faire un bilan économique. C'est ce qu'a fait Jacques Marseille, qui a finalement évalué à 70 milliards de francs or le déficit global de la colonisation française. 70 milliards de francs or de déficit. C'est 3 fois
le montant de l'aide américaine du plan Marshall. Franchement, comme pillage, j'ai connu mieux. Ou alors, c'est un pillage qui est complètement foiré, quoi. Alors certes, la colonisation a enrichi certaines personnes, des entrepreneurs aventureux, des entreprises spécialisées, certains milieux d'affaires, mais globalement, le constat est accablant. La colonisation a plombé l'économie française pendant des décennies et a même retardé sa modernisation, son entrée dans la compétition internationale, dans la mondialisation. Donc voilà pour ce qui est des faits et des chiffres. Maintenant, on peut se demander, mais pourquoi? Pourquoi la France est-elle sortie perdante de sa propre entreprise coloniale? Eh bien, tout d'abord parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans la majorité des cas, la France achetait les matières premières coloniales au-dessus des prix mondiaux. Prenons l'Algérie, par exemple, qui était notre premier client, on va y revenir. En 1961, la France achetait les produits algériens plus de 50% plus cher qu'elle les achetait ailleurs. Tout ça uniquement parce que c'était notre colonie et qu'on l'a privilégié par rapport au marché mondial, mais à perte. Et le vin algérien, ça aussi c'est un bon exemple, on le payait 25% plus cher et pire, le vin algérien qu'on importait en France, eh bien il venait concurrencer directement les viticulteurs du Midi qui étaient déjà en surproduction. Et tout ceci sans parler des aides colossales que la France devait verser à l'Algérie pour assurer sa solvabilité. Donc tu parles d'un premier client. Et dans les autres domaines, c'est pareil. Les importations en provenance des colonies ont été totalement marginales. En 1913, le coton représente 0,1% des importations. 3,2% de la laine était importée des colonies et 0,2% de la soie était importée des colonies vers la France. Le reste, ça venait d'ailleurs. Et le charbon, qui était vital pour notre économie à cette époque-là, il n'était même pas produit dans les colonies à l'exception de l'Indochine. En bref, dans la plupart des cas, les colonies ont représenté pour la France un déficit commercial clair et surtout un poids sur le marché. Ensuite, en plus de ça, pourquoi la France est-elle sortie perdante? Eh bien, la réponse est simple comme la naïveté républicaine. Les Français sont allés en Afrique pour ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux, certes, et prendre le dessus sur leurs concurrents européens, certes, mais la République s'était également donné ce qu'on appelle la fameuse mission civilisatrice, ou plutôt mission civilisatrice des races supérieures, comme la gauche l'a appelé. Oui, c'est bien la gauche qui l'a appelé comme ça, et ça, on y reviendra dans un épisode consacré. Déjà, pour mettre en place ces fameux débouchés, eh bien, il a fallu a priori créer des infrastructures sur place, puisqu'il n'y avait rien, on le rappelle jamais assez. Mais ensuite, mission civilisatrice oblige, la France a dû créer des écoles, des hôpitaux, former des médecins, etc., etc. C'est les fameux bienfaits de la colonisation dont il est strictement interdit de parler. Mais nous, on va en parler, évidemment. Donc parlons-en de ces fameux bienfaits. Et là, juste sur le plan matériel, quand la France s'est totalement retirée vers 1960, elle a laissé en Afrique 2000 dispensaires, 600 maternités, 220 hôpitaux, 18 000 km de voies ferrées, 215 000 km de pistes praticables, 50 000 km de routes bitumées, 63 ports, 196 aérodromes, 16 000 écoles primaires et 350 collèges et lycées. Et ben franchement, moi je dis qu'il y a pire comme séparation. En gros, c'est un divorce où le mec il se barre en laissant tout à son ex-femme, le chien, la voiture, la télé, la maison, enfin tout quoi. Et c'est pareil pour le cas précis de l'Algérie, où là on va faire intervenir directement Bernard Lugan, puisque on voit l'indépendance de l'Algérie, quand on n'a pas trop réfléchi à la question, comme la révolte d'un pays occupé par un méchant colonisateur et qui soudain se libère de ses chaînes. Mais c'est faux! Avant que la France n'arrive, l'Algérie n'existait pas. Rien que le mot Algérie, c'est une création française. L'Algérie, cette région, c'est une ancienne colonie ottomane qui n'avait ni structure, ni frontières, ni cohérence, ni rien. La France a tout créé en Algérie, les routes, les infrastructures, tout. Et puis surtout, on leur a donné le Sahara, qu'ils n'avaient absolument pas à la base. Et je vais laisser parler Bernard Lugan pour donner plus d'éloquence à ce propos. Alors je cite Bernard Lugan. En 132 années de présence, la France créa l'Algérie, l'unifia, draina ses marécages, bonifia ses terres, équipa le pays, soigna et multiplia ses populations, lui offrit un Sahara qu'elle n'avait jamais possédé après y avoir découvert et mis en exploitation les sources d'énergie qui font aujourd'hui sa richesse. Voilà, je ne pouvais pas mieux le dire. En 1830, la population de l'Algérie était en dessous du million d'habitants.
Quand on est parti en 62, oui, j'ai pas peur de dire on, quand on est parti en 62, elle était rendue à 12 millions. Là aussi, on a fait mieux comme génocide, monsieur Macron. Après là, je vous ai uniquement parlé de ce que la France a laissé comme infrastructure et aussi du bilan économique global. Mais on pourrait aussi parler, pour l'Algérie comme pour tous les autres pays, de ce que la France a fait en termes de vaccination, de mortalité infantile, d'éducation. C'est simple, quand la France quitte l'Afrique, elle laisse 2 millions d'enfants scolarisés, dont les professeurs formés sont à 96% africains. Donc faut pas déconner quand même. Le pire dans tout ça, puis on l'a vu maintenant, les colonies ont plus qu'affaibli la France économiquement, mais ensuite la décolonisation a créé sur place un sacré bordel. Parce qu'on pourrait se dire, vu tout ce qui a été mis en place et laissé en place, que les ex-colonies avaient toutes les clés en main pour réussir. Ah bah non. À Madagascar, par exemple, au moment de l'indépendance de la colonie, son autosuffisance était totalement assurée, stable, aucun problème. Et maintenant, maintenant c'est la corruption, la famine, la ruine économique et même depuis 2014, la peste. Et pour les autres, c'est le même constat globalement. 60 ans après, le PIB par habitant des anciens pays colonisés est inférieur à celui qu'ils avaient avant leur indépendance. Et ça, c'est comme les chiffres de Jacques Marseille, c'est implacable. Donc pour résumer, parce qu'il faut bien résumer dans ce fouillis, 1. La colonisation était un poids économique pour la France, évalué à 70 milliards de francs or par Jacques Marseille. Deuxièmement, la colonisation française n'a pas été particulièrement barbare ou annonciatrice de la Shoah. Elle a juste été une conquête avec ses guerres, ses morts, ses tragédies. Donc voilà, faut arrêter les anachronismes. Troisièmement, les fameux bienfaits de la colonisation sont bien réels. Ils ont été colossaux en matière d'infrastructures, de santé, d'éducation. Bref, c'est interdit de le dire, mais je le dis quand même. Et puis enfin, 4 en guise de petits bonus gratos, c'est la colonisation qui a mis fin à l'esclavage en Afrique. L'esclavage qui était encore pratiqué sur les populations noires à cette époque par les arabo-musulmans. Ça, je vous renvoie à l'épisode sur l'histoire justement de la traite orientale. Donc voilà les 4 leçons principales à retenir de cet épisode. Et puis si ça plaît pas, tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'un autre côté, on pourrait se demander pourquoi, malgré tous ces faits statistiques précis, etc., il existe encore aujourd'hui en France cette idée reçue et cette mentalité de repentant qui n'existe par exemple pas ou très peu en Angleterre. Et bien pour comprendre ça, pour comprendre pourquoi ces mensonges circulent encore, je vais vous citer Bernard Lugan parce que c'est simple, concis et efficace. Alors pourquoi ces mensonges circulent encore, et ce sera la conclusion? Tout simplement, dixit Bernard, parce que le corps enseignant est décérébré et que nos hommes politiques n'ont rien au fond de la culotte. Voilà, je pense que j'ai fait ma part.